il y a un truc dans l'esprit humain, je sais pas quoi, qui fait que quand on lance une partie de Monopoly, quand le plateau est sorti, quand vous lancez les dés, vous avez instinctivement un but. Tout le monde a son truc, mais à partir du moment où le plateau de Monopoly est devant vous, vous vous dites « je veux ça ». Certains jurent sur les propriétés pas très chères sur lesquelles on peut rapidement construire et renflouer ses caisses, comme les marrons et les bleus clairs. D'autres jurent que par la position des cases et ils se ruent directement sur les oranges bien situés à la sortie de la prison. Il y a les amateurs de la SNCF, bien entendu, qui vont se ruer sur les réseaux ferroviaires, qui vont se disputer les gares et leurs revenus plus stables et plus constants. Et puis il y a les amateurs de risque, pas le jeu de plateau, hein. Les amateurs d'adrénaline qui vont aller chercher le Saint Graal, les bleus foncés, notamment la rue de la Paix, emblématique du Monopoly. Et finalement, on a les mecs qui ont un peu trop poncé le jeu et qui vont nous sortir des strats du style non mais en fait, il faut acheter tellement de maisons qu'il y en a plus dans la banque et plus personne pourra en poser du coup. Alors vous, allez vous faire foutre, hein, on veut juste s'amuser quand on joue au Monopoly. Mais quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, personne sait vraiment. On a tous des idées, que ce soit par notre vécu, par des anecdotes, par des expériences de partie qui se sont très bien ou très mal passées. On va se dire bon ça a l'air d'être la meilleure case, logiquement c'est la meilleure case. Mais aujourd'hui, je vais répondre une fois pour toutes à la question que tout le monde se pose à chaque fois que le Monopoly est évoqué, c'est quoi la meilleure case à posséder au Monopoly? Et pour faire cette vidéo, je voulais m'inspirer de choses déjà existantes, je voulais voir les pistes qui avaient été explorées par des gens, et bah il y en a pas en fait. La seule chose que j'ai trouvée qui est ne serait-ce que proche d'une piste, c'est ce papier de recherche qui s'appelle Rendez-vous avenue Henri Martin ou Comment gagner au Monopoly grâce aux chaînes de Markov, et cette vidéo d'un mec qui a simulé des IA pendant plusieurs dizaines de millions de parties pour voir comment elles évolueraient organiquement et quelle stratégie elles trouveraient. C'est littéralement tout ce que j'ai trouvé. Du coup, vu que le sujet est un peu plus complexe que ce qu'on pense et que c'est assez intéressant, je vais vous laisser le temps de choisir. Je vais vous mettre toutes les propriétés du Monopoly à l'écran, là maintenant, et vous pouvez mettre en pause et essayer de choisir celle qui, pour vous, est la meilleure. Si vous regardez à plusieurs, n'hésitez pas à en débattre entre vous, n'hésitez pas à donner vos arguments pour et contre chaque propriété, et vous inquiétez pas, plus tard, vous aurez une chance de changer votre choix. Personnellement, quand j'ai commencé, j'étais sur mes propriétés préférées, c'est-à-dire les bleus clairs et les marrons. De ma propre expérience, toutes les meilleures parties de Monopoly que j'ai faites, c'était avec ces propriétés. Bon, donc c'est bon, vous avez votre case? Alors c'est parti. Mais c'est parti pour quoi exactement? Parce que le Monopoly, c'est un jeu qui a pas mal de dimensions. Il y a le côté aléatoire des lancers de dés, il y a le côté stratégie de quoi acheter, quoi pas acheter, il y a le côté social, où certaines personnes vont plus vouloir certaines cases dans votre partie, et du coup elles vont avoir plus ou moins de valeur. Il y a le marchandage, les échanges, il y a les probabilités, l'espérance de gain, la rentabilité de chaque case, il y a les règles spéciales avec lesquelles tout le monde joue, enfin bref. Il y a pas mal de trucs dans lesquels je suis pas forcément doué. Mais vu que personne d'autre a voulu s'y mettre, ben vous êtes bloqué avec moi. Du coup je me suis dit qu'il fallait démarrer avec la base. Quand on démarre une partie de Monopoly, la première chose qu'on fait, c'est lancer les dés pour se déplacer sur le plateau. Et moi c'est là que j'ai commencé, je me suis dit que c'était le début d'une piste, parce que le déplacement dans le Monopoly, c'est pas juste un chiffre purement aléatoire entre 1 et 12, c'est 2 dés à 6 faces. Alors, il y a peut-être des gens qui voient pas la différence, mais du coup je vais vous la donner, elle est très simple. Déjà, vous comprenez bien qu'avec 2 dés à 6 faces, on peut pas faire 1. Vu qu'il y a 2 dés, le score minimum de déplacement c'est 2, en faisant 1 plus 1. Jusque là, pas trop compliqué. Le score le plus élevé c'est 12, en faisant 6 plus 6. Mais il y a une particularité qu'ont les dés, comparé à un système de génération aléatoire entre 2 et 12, c'est que quand vous lancez un dé, vous pouvez, comme on vient de voir, faire 1 et 1, ou 6 et 6, mais si on prend un autre résultat comme 7 par exemple, vous pouvez faire 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4, 4 et 3, 5 et 2, 6 et 1. Et du coup vous comprenez bien que pour faire 7, vous avez 6 configurations différentes, alors que pour faire 2 ou 12, vous en avez qu'une seule. Donc vous avez beaucoup plus de chances de faire 7 que de faire 2. Tout ça, ça s'image avec ce graphique. Ça, c'est la possibilité de faire chaque résultat avec 2 dés à 6 faces. Et déjà là, du coup, on a notre première piste. Si on a plus de probabilité de faire 7, alors les cases qui sont à 7 cases des plus fréquentées, comme par exemple la case départ ou encore, et surtout, la prison, eh ben, elles devraient être vachement plus fréquentées que les autres. Et du coup, vachement plus avantageuses à posséder. Pour tester mon hypothèse qui était, bon, pas vraiment une hypothèse, hein, c'est juste une règle mathématique, mais pour voir en tout cas à quel point ça impactait le jeu, j'avais deux choix. Soit je fais un modèle mathématique qui me donnerait un résultat pour un déplacement de 2d6 sur un plateau de 40 cases, et après je viens y rajouter à la main les exceptions comme les cartes chance, la règle des doubles, etc.
soit je fais beaucoup de parties pour avoir beaucoup de données. Sauf que je suis pas mathématicien, le dernier truc en maths que j'ai fait, ça doit être dans mes études en comptable ou à la limite en terminale S, et j'ai pas vraiment le temps de faire 1 million de parties de Monopoly si je veux sortir la vidéo dans cette année. Mais vous savez qui a le temps de faire tout ça? Mon PC. Mon PC, il pourrait s'occuper de tourner une simulation de plusieurs millions de parties et de me donner le résultat quasi instantanément. Sauf que je sais pas programmer non plus. Donc j'ai passé quelques jours à apprendre les bases du Python et j'ai fini par faire ça. Ça, c'est un programme que j'ai écrit avec du coup mes bases et avec l'aide de ChatGPT, un peu de recherche sur Google, et après avoir installé l'environnement Python et Visual Studio sur mon PC. En gros, ce qu'il fait, c'est vraiment pas compliqué. Je fais tourner 1 million de parties de 30 tours chacune, ce qui est apparemment la durée moyenne d'une partie de Monopoly, et on regarde où tombent les gens. Donc d'abord, j'ai testé sans aucune règle spéciale, juste pour tester, pour voir si le programme marchait, et on retrouve à peu près la distribution qu'on voyait plus tôt. Là, vous voyez que les cases à 5, 6, 7, 8 cases du Go, elles sont plus fréquentées. Celles à 1, 2, 11, 12, un peu moins. Et du coup, la prochaine étape, c'était d'implémenter 3 choses. D'abord, il y a les cartes chance et caisses de communauté. Donc, si vous avez un peu joué au Monopoly, vous savez que dans les cartes chance, il y en a pas mal qui vous déplacent sur une autre case. De manière très précise, il y en a 8 sur 16. Alors, avec le temps, les cartes chance ont changé. Vous voyez que celles-là, elles sont en France. Et les anciennes cartes chance, je m'en suis rendu compte après, mais dans les calculs, j'utilise les bonnes cartes chance. Juste pour vous les montrer, j'ai pas trouvé une liste en français. Donc, je vous montre la liste des anciennes cartes chance, mais j'ai utilisé les bonnes. Voilà, désolé pour la parenthèse, je vous renvoie à la vidéo. Et quand ça arrive, finalement, vous atterrissez pas vraiment sur la case chance. Vous atterrissez dessus, mais ensuite vous allez sur la case où ça vous envoie. Donc j'ai intégré les 8 cartes chance pour que quand on tombe sur une carte chance, on tire une carte au hasard, et si ça tombe sur une carte de mouvement, alors le code augmente la case où on atterrit, et pas la case chance. Et si ça tombe sur une autre carte, pour le moment ça fait rien. J'ai fait pareil avec les cartes caisse de communauté, même s'il y en a que 2, c'est aller à go et aller en prison. Et voilà ce qu'on obtient. Et là, du coup, ça commence à devenir vachement intéressant, parce que non seulement on valide l'hypothèse que les cases devant la prison et la case départ sont plus fréquentées, bon, ça avait l'air évident, mais là au moins on confirme l'hypothèse avec des vraies données, et on a aussi quelques surprises, comme la gare Montparnasse, le boulevard de la Villette, la place Pigalle, l'avenue Henri Martin, la rue de la Paix et les compagnies de distribution qui sont fréquentées plus souvent grâce aux cartes chance et à leur position sur le plateau. Et juste avant de vous laisser une deuxième chance de deviner quelle propriété est la plus intéressante, il nous reste une dernière chose à faire au niveau du déplacement. Si vous avez déjà joué au Monopoly, vous savez qu'un endroit où on passe beaucoup de temps, c'est la prison. Alors pourquoi ? Parce que chaque fois que vous atterrissez sur cette case déjà, vous y allez. Et si vous faites 3 doubles de suite, vous y allez aussi. Donc j'ai intégré ça dans mon code, faisant en sorte que cette case soit à 0%, parce que finalement on n'y finit jamais notre tour, on va toujours en prison à la place, donc autant augmenter la case prison, et en intégrant la règle qui fait que quand vous faites 3 fois de suite un double dans un seul tour, vous finissez aussi en prison. Et voilà ce qu'on obtient finalement une fois tout intégré. Alors maintenant que vous avez ces premiers éléments, je vais vous donner une deuxième chance, en rétrécissant un peu le choix de cartes, mais en gardant beaucoup de choix. Bien entendu, vous choisissez les cartes dans l'idée que vous aurez toutes les cartes de la même couleur, toutes les gares ou toutes les compagnies. Voilà les cartes que vous pouvez choisir pour le deuxième round. Tout d'abord, la rue Lecourbe. C'est la propriété la plus fréquentée des marrons ou des roses claires, selon le jeu avec lequel vous avez eu l'habitude de jouer. Ensuite, on a la gare Montparnasse, qui est la gare la plus fréquentée du plateau, notamment parce qu'il y a des cartes chance qui renvoient aux gares les plus proches, et du coup, qui renvoient à celle-là. L'avenue de la République, qui est la plus chère des bleus clairs. Le boulevard de la Villette, qui est la case la plus fréquentée des violettes grâce à une carte chance qui envoie directement sur cette case. La place Pigalle, qui est la case la plus chère en loyer des oranges, qui se trouve devant la prison et qui se trouve à 3 cases derrière cette case chance. Donc elle bénéficie de la carte reculée de 3 cases, et elle devient la plus fréquentée. On a l'avenue Henri Martin, qui est la case la plus chère en loyer des rouges, et qui est aussi la case la plus visitée du plateau, si on prend pas en compte la prison. Ensuite, on a la case la plus chère des jaunes. On a n'importe quelle verte, vous pouvez choisir celle que vous voulez. On a la compagnie d'eau, qui est la plus visitée, notamment grâce à la carte demandant de se rendre à la compagnie la plus proche. Et finalement, on a la rue de la Paix qui bénéficie de sa propre carte chance, et qui est la carte au loyer le plus élevé du plateau. Bien entendu, vous pouvez rester sur votre choix de départ si vous l'aviez, ou vous pouvez changer maintenant que vous avez plus d'éléments sur le déplacement des joueurs. Et maintenant, on va attaquer notre deuxième gros morceau. Parce que si les joueurs tombent souvent sur une case, ils doivent certes vous payer souvent un loyer, mais si la rentabilité de cette case est nulle, ça pourrait ne pas contrebalancer.
Donc, place au calcul de rentabilité, et promis, je vais faire de mon mieux pour rendre ça intéressant parce que ça sonne vraiment chiant. Pour calculer la rentabilité, déjà il me fallait plusieurs éléments. Il me fallait le prix de la propriété, le prix des maisons, le loyer avec 0 maison, avec un monopole, avec 1, 2, 3, 4 maisons et un hôtel. Une fois que j'ai rempli ces données, j'ai calculé la rentabilité de chaque case à chaque stade d'avancement. Donc par exemple pour le boulevard de Belleville, celle de base, son loyer c'est de 2 $, et j'ai divisé par son prix d'achat qui était de 60 $. Donc ça nous donne un retour de 3,33% à chaque fois que quelqu'un tombe dessus. Une autre manière de voir ça pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de pourcentage, c'est qu'il faudrait 1 sur 3,33% pour se faire rembourser les dépenses. Donc 30 passages sur la case. En gros, il faut que les joueurs passent 30 fois sur cette case avec ce loyer pour que ça soit rentabilisé. J'ai fait pareil avec le monopole, 1, 2, 3, 4 maisons et un hôtel. Puis j'ai fait ça avec toutes les cases de tout le plateau et j'ai obtenu cette colonne. La rentabilité moyenne d'une propriété qui donne une idée globale de la performance d'une case. Et du coup là, on peut déjà retrouver les gros performeurs de tout à l'heure. Mais il reste 2 petits points à aborder. Déjà, il y a les déplacements. Vu que j'avais les données de toutes les probabilités de tomber sur des cases, autant l'injecter dans cette rentabilité moyenne. Parce que là, c'est théorique, mais si je dis, ok, bah cette propriété elle est très rentable et il y a X% de chances de tomber dessus, eh ben on aura des propriétés qui vont gagner en valeur, parce qu'elles ont peut-être pas une rentabilité ouf, mais les gens tombent beaucoup dessus, et d'autres qui vont perdre en valeur, parce qu'elles auront une bonne rentabilité, mais les gens tombent moins dessus que les autres. Donc j'ai produit ce ratio, qui correspond finalement à la rentabilité moyenne d'une propriété, pondérée par la probabilité de tomber dessus. Ok, pour ceux qui n'ont pas trop suivi depuis 1 ou 2 minutes et qui m'écoutent en fond et qui se disent mais de quoi il parle, petit récap de 20 secondes. En gros, ça, plus c'est élevé, plus la case vaut le coup. Et ensuite je me suis dit, c'est cool de savoir ça, mais si personne tombe jamais dessus, on s'en fout qu'elle vaille le coup, donc j'ai utilisé les données d'avant pour prendre en compte le fait qu'elles étaient plus ou moins fréquentées et ça nous donne ça. Et encore une fois, du coup, ça, plus c'est élevé, mieux c'est. Mais ça prend en compte le déplacement et l'aspect financier. On voit par exemple que le boulevard de Belleville, la première case marron, elle est atroce niveau rentabilité et ça vaut à peine le coup de l'acheter. Les bleus clairs, elles sont finalement assez haut dans le panier, grâce à leur place devant la case Go et le fait qu'elles coûtent pas très cher à développer. La place Pigalle, ainsi que toutes les oranges, elles performent ultra bien. Les rouges sont dans la moyenne, sauf l'avenue Henri Martin qui se démarque complètement. Comme on a vu tout à l'heure, c'est la case la plus fréquentée du plateau. Les jaunes sont moyens, les verts sont vraiment pas ouf, et finalement la rue de la Paix se rapproche beaucoup de la performance des oranges. Le deuxième petit point entre guillemets à aborder, c'est une stratégie connue des joueurs un peu plus expérimentés de Monopoly, c'est qu'il y a une stratégie lors de la construction des maisons. Et ça c'est un peu plus caché dans les données. Vous voyez ça, c'est la rentabilité par maison. Et normalement, il y en a qui ont remarqué un truc. Vous voyez là, on ajoute une maison, la rentabilité augmente de 10% environ. On ajoute une deuxième maison, elle augmente de 20 à 30%. Du passage de la troisième à la quatrième maison ou de la quatrième maison à l'hôtel, on prend à peine 10 à 20%, parfois on prend même moins de 10%. Par contre, lors du passage de la deuxième à la troisième maison, la rentabilité elle augmente dans le pire des cas de 24% et dans les meilleurs de 65%. Ce passage à la troisième maison, c'est le truc dont je parlais que pas mal de joueurs connaissent comme étant le point de bascule entre un loyer abordable et un loyer qui commence à poser problème quand vous tombez dessus. Là, c'est pas très joli à regarder, mais du coup, vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit graphe. Ce graphe, c'est pas le prix du loyer, c'est l'évolution du loyer. En gros, le loyer, il monte à chaque achat de maison, ça c'est normal, les gens doivent payer de plus en plus cher, mais sans être un expert en maths ou en graphique, vous pouvez voir que là, il y a un pic. Et ce pic, c'est l'évolution de prix au moment où vous achetez votre troisième maison. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens qui jouent beaucoup au Monopoly ou qui se sont un peu penchés sur les petites stratégies, construire seulement 3 maisons sur leur propriété, parce que c'est là que la rentabilité est maximum pour l'investissement en fait. Mais du coup, une fois qu'on sait ça, il y a une autre question à se poser. Parce que avoir une propriété rentable sur laquelle tombent les gens, c'est cool, mais avoir cette même propriété avec 3 maisons dessus, c'est encore mieux. Parce que c'est là où ils vont payer le plus cher pour le moins d'investissement possible. Le problème, c'est que 3 maisons sur certaines couleurs, ben, ça coûte vachement cher. Du coup, j'ai calculé un truc simple. C'est quoi le coût de toutes les propriétés d'une couleur, plus 3 maisons sur chaque propriété? Donc par exemple, je vous fais l'exemple. Sur le set marron, on doit acheter les 2 cases, donc 60 plus 60. Et on doit acheter en tout 6 maisons pour avoir 3 maisons sur chaque. Donc 50, le prix d'une maison, fois 6, le nombre de maisons qu'on veut construire. J'ai fait pareil avec les sets de 3, en multipliant par 9 du coup le coût des maisons, parce qu'il y a 3 maisons sur 3 propriétés, donc 3 x 3, 9, et voilà ce que j'ai obtenu. Le problème c'est que je savais pas vraiment à quel moment ça devenait problématique. Est-ce que
$600 c'est cher? Est-ce que $1500 c'est cher? On commence avec $1500 la partie, mais au moment où on est en capacité de construire les maisons, combien d'argent il nous reste? Et ça, c'est une question à laquelle j'avais aucune idée de comment répondre. De mon expérience personnelle du Monopoly, je me suis dit, en général, quand on construit les maisons, je dirais qu'on a entre, je sais pas, 300 et 700 en thunes. Peut-être un peu plus si tu passes une bonne partie et que t'as eu de la chance sur tes maisons. Si t'as pas acheté grand chose et que t'as réussi à les avoir en échange, peut-être encore plus, mais t'as rarement beaucoup d'argent à ce moment-là. Le truc, c'est que bien entendu, je me suis dit que si je disais de mon expérience personnelle, on a environ 500 et que je partais sur cette base, vous alliez péter un câble. Vous allez me dire, gros, t'as fait une vidéo, t'as fait plein de recherches et là, d'un coup, tu fais une hypothèse random? Non, non, non. Bien sûr que non. À la place, j'ai passé une journée entière à faire des programmes en Python, tout en sachant à peine programmer. Donc je vais vous les présenter. Déjà, j'ai fait ce programme. Lui, il simule 10 000 parties de Monopoly à 4 joueurs, et il cherche à savoir quand est-ce que X couleurs ont été acquises. Tous joueurs confondus. Parce que très souvent, c'est pas un joueur qui chope toutes les couleurs d'un coup. Il faut souvent qu'il y ait 2, 3, 4 couleurs complètes parmi les joueurs, pour que les joueurs commencent à se commercer, à se donner les couleurs. Donc là, j'ai fait une hypothèse, et j'ai décidé de prendre 3. Parce qu'en général, quand il y a une couleur qui est complètement achetée, personne la laisse à quelqu'un. Quand il y en a 2, on évite, parce qu'on se dit on va pas créer une situation trop précaire pour nous. Mais quand il y en a 3, 4, là les gens commencent à s'échanger des sets de couleurs complets. Il y a souvent un mec qui se fait niquer, ça c'est la vie, hein, c'est le Monopoly. Mais on commence à s'échanger vers 3 ou 4. Donc j'ai mis 3, et j'ai obtenu 11 tours. Ce qui signifie qu'en général, si tous les joueurs d'une partie achètent tout ce qui passe sous leur nez, ce qui est souvent le cas, on va pas se mentir, il y aura 3 couleurs complètes en jeu d'ici le 11e tour. Ce qui ouvre donc au commerce et à la construction des premières maisons. Pourquoi j'ai écrit ce programme? Tout simplement pour commencer à répondre à la question, au moment où on peut construire les maisons, est-ce qu'on a assez d'argent? Et donc là, j'avais le moment. Le moment, c'est le 11e tour. Le problème, c'est que je savais pas, au bout du 11e tour, combien on avait d'argent en moyenne. Et du coup, j'ai écrit un programme qui me donne, pour une partie de 4 joueurs, avec un argent de départ de 1500, pour un nombre de tours de 11, en ayant implémenté les cartes chance, caisse de communauté, etc., et en achetant toutes les propriétés sur lesquelles il tombe, l'argent moyen restant après ce nombre de tours. Et parce que à ce stade, j'étais plus très sûr de moi, avec les heures que j'ai passées dessus, je lui ai demandé une fourchette pour qu'on ait une idée globale au cas où j'aurais oublié des éléments. Et du coup, sans prendre en compte les loyers, on obtient entre 700 et 1150. Sachant que les loyers avant les maisons, ils sont vraiment non significatifs, je dirais, on est, je pense, dans une bonne fourchette. Et c'est après ça que j'ai remarqué que j'avais oublié d'ajouter l'effet de déplacement des cartes chance et communauté, que j'avais oublié le prix pour sortir de prison, que j'avais oublié la règle des doubles. Et là, je me suis dit, attends, j'ai pas besoin de faire tout ça. Je suis retourné sur mon calcul et tout simplement, j'ai fait un ratio du coût des propriétés et des maisons sur les fonds de départ. Et j'ai appliqué au ratio précédent. En gros, j'ai dit ça coûte 420 comparé au fonds de départ de 1500. Donc voilà l'impact que ça a. Et du coup, j'ai un tout nouveau ratio qui est pondéré par le coût et ça a tout changé. Les marrons et les bleus clairs remontent en flèche parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher à développer en fait. Les oranges, elles restent à peu près au même niveau et toutes les cartes à partir de là s'effondrent parce qu'elles coûtent extrêmement cher à acheter et développer. En fait, à ce stade, personne a 2720$ pour poser 3 maisons sur les verts foncés en fait. Bon, je crois que vous avez compris que les verts étaient pas ouf, hein. Là j'arrête de le cacher, désolé si vous avez parié sur elles, c'est tragique. Du coup il nous reste plus qu'une chose à prendre en compte, c'est les revenus bruts des loyers. Comparé au fonds de départ de 1500, parce qu'il me fallait un dénominateur commun pour que ça reste logique, du coup j'ai appliqué ça et voilà les ratios finaux. En simplifié encore une fois du coup, ce que je me suis dit c'est que c'est bien beau d'avoir des maisons rentables, comme par exemple sur les marrons, mais quand on passe sur le marron et qu'on se fait payer par exemple 250, bah c'est pas fou. C'est comme si on avait passé la case départ, c'est pas un truc incroyable même si c'est très rentable comparé au prix. Le problème c'est que pour gagner au Monopoly, il y a un moment où vous allez devoir faire payer cher les gens. Pas 200 ou 400 ou 600, il va falloir les faire payer 1000 et plus pour vraiment les mettre dans la merde, avoir assez d'argent pour acheter des trucs ou même leur faire faillite et prendre toutes leurs propriétés. Et du coup, ce ratio, il reflète ça. Et on voit que les propriétés qui rapportent, mais qui coûtent moins, sont baissées, parce que c'est cool d'être rentable, mais si la rentabilité vous fait gagner que très peu, bah ça vous permettra pas de gagner.
au final on a ces valeurs et du coup on voit que beaucoup des théories qui ont été faites à l'arrache ou instinctivement, eh ben les oranges sont bien au-dessus. On retrouve l'avenue Henri Martin qui est au niveau des oranges, les jaunes qui sont pas mal, les deux bleus foncés qui sont très fructueux si vous avez l'argent à y investir, et du coup ben nickel. Donc je vais déjà présenter le top 5 selon les données qu'on a récupérées, en essayant au maximum d'argumenter pourquoi chaque case mérite sa place. Et je vais commencer par le bas bien entendu. En 5ème place, on a la rue Lafayette. Les jaunes, elles ont pas forcément fait beaucoup de bruit pendant cette vidéo, mais vu que je peux pas vraiment mettre les deux bleus foncés et les trois oranges, par défaut les jaunes s'y glissent. Elles ont un bon potentiel de létalité, leurs maisons coûtent autant que les rouges et elles sont relativement rentables. Donc sans trop de surprise, elles restent une bonne couleur à acquérir. C'est sûrement les cartes qui ont le meilleur équilibre investissement, rentabilité, létalité, sans être aussi connues que les oranges ou les rouges. En 4ème place, mon petit chouchou, l'avenue de la République. Alors certes, vous éliminerez pas souvent avec, certes, vous gagnerez pas directement avec, mais pour même pas 800$, vous avez 3 propriétés avec 3 maisons chacune dans un endroit très fréquenté par des gens qui ont de l'argent juste après la case départ. C'est une propriété idéale pour développer une autre couleur ou pour renflouer vos caisses et proposer des échanges à base d'argent contre des cartes. Le coût de 770$ est pile dans la fourchette d'argent que vous devriez avoir une fois que les premières couleurs sont échangées. Donc dès que vous la chopez, vous pouvez directement avoir 3 maisons sur chaque pendant que vos potes galèrent à acheter leur maison sur leur propriété plus chère. Bon, j'arrête parce que je suis clairement biaisé, mais j'aime vraiment les bleus clairs. En 3ème place, on a l'avenue Henri Martin. C'est la case la plus fréquentée. Le seul problème, c'est qu'elle excelle en rien. Elle coûte relativement cher à développer pour la rentabilité, elle est pas la plus létale et son seul vrai avantage, c'est qu'on n'arrête pas de tomber dessus tout au long de la partie. C'est une très bonne propriété à avoir si personne dans votre partie ne veut des rouges. En 2ème place, et je sais qu'il y en a qui vont s'énerver, la place Pigalle. Ok les gars, laissez-moi m'expliquer. Ce qui m'a fait vraiment décider, c'est le tout dernier ratio que j'ai fait. Elle est idéalement située, elle est en fin de rangée, ce qui fait que les maisons coûtent que 100, 1500$ de développement pour 3 maisons, c'est vraiment acceptable, surtout que tous ceux qui passent en prison, ils auront ce jet des maudits où ils auront une peur bleue de tomber dessus. Ajoutez à ça la casse-chance qui peut vous faire reculer dessus et la rentabilité incroyable, cette case, c'est sûrement la case la plus stable du plateau. C'est vraiment la meilleure case du plateau niveau stabilité et niveau rentabilité sur toutes les parties. Mais pourtant, c'est pas la première. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que la première place, c'est une case meurtrière. Bon, vous avez compris, la première case, c'est la rue de la Paix. Je m'y attendais même pas vraiment en commençant la vidéo, mais la vraie force de la rue de la Paix, c'est pas sa fréquentation, elle est plutôt dans la moyenne d'ailleurs, c'est pas non plus sa rentabilité qui est ok mais sans plus. La vraie force de la rue de la Paix, elle réside en 3 points principaux. Déjà, sa couleur. Les bleus foncés, elles ont que 2 cartes. Normalement, plus on avance dans le plateau, plus les couleurs elles sont difficiles à développer parce que les maisons prennent 50$ par maison à chaque rangée. Les bleus clairs, elles valent environ 800 à développer, les violettes et oranges, elles valent environ 1400, les rouges et les jaunes, elles valent environ 2000, les vertes, elles coûtent 2700 à développer, mais les bleus foncés, vu qu'elles ont que 2 cartes, on a 3 maisons de moins et une propriété de moins à acheter. Ce qui fait que développer 3 maisons sur les bleus foncés, c'est moins cher que 3 maisons sur toutes les rouges. Et rien que ça, c'est absolument fou. Parce que pour moins cher, on a des loyers qui sont presque doublés comparés aux rouges. Le deuxième point, c'est justement les loyers. C'est les plus chers du plateau, merci Captain Obvious de faire une vidéo de 25 minutes pour nous dire que les dernières cases coûtent plus cher. Mais surtout, ils sont chers comparés à l'argent fixe que chaque joueur possède. C'est-à-dire 1500 de démarrage plus 200 par passage de go. Ce qui fait qu'un joueur, il aura rarement assez pour payer le loyer de la rue de la Paix, qui, avec 3 maisons, coûte déjà 1400$, donc presque tout l'argent de départ d'un joueur. Mais le piège est pas encore fini, et il se resserre avec le tout dernier point, c'est sa position sur le plateau. La rue de la Paix, c'est la toute dernière case. C'est le boss final avant de pouvoir relancer un tour plus sereinement. C'est la case dont tout le monde a peur, parce que quand on vient de partir de Go ou de la prison, on a collecté de l'argent, on a collecté des loyers en étant en train d'essayer de faire des doubles dans la prison, et on va tomber sur des cases abordables, peut-être un peu chères comme les oranges ou les rouges, mais abordables. Sauf qu'après avoir fait un tour du plateau, après avoir payé les bleus clairs, les gares, les oranges, les jaunes, vous arrivez à la fin, souvent en mauvais état. Et si à ce moment vous tombez sur la rue de la Paix, c'est pas juste compliqué, mais c'est souvent la fin pour le pauvre mec qui tombe dessus.
Et mettre en faillite un joueur, ça veut dire récupérer tout son argent, toutes ses propriétés, tout ce qu'il possède, et ça permet un effet boule de neige quasi inarrêtable. Et ça, c'est la vraie manière de gagner au Monopoly. La raison pour laquelle la rue de la Paix, elle est meilleure que la place Pigalle, que l'avenue Henri Martin, ou même que mes bleus clairs préférés, c'est qu'elle assène très souvent un coup qui engendre le début de la fin de la partie de Monopoly. Je veux quand même donner des mentions honorables à 3 propriétés qui sont la gare Montparnasse. Les gares, elles sont extrêmement rentables comme on a pu le voir. Elles ont du mal à asséner le dernier coup parce que c'est à coût de 200. Mais si vous pouvez avoir les gares pour leur prix initial, c'est-à-dire 800, ou même un peu plus cher, en général, c'est des très très bons investissements. Mention honorable aussi à la rue de Courbe, qui est une des propriétés les plus rentables du plateau. C'est la 2e marron, et même si elle rapporte pas énormément, elle coûte tellement peu cher à développer que si vous pouvez l'avoir pour son prix, ça vaut toujours le coup de l'avoir. Elle pourra vous aider à avoir des revenus stables pour développer des maisons sur vos autres propriétés. Et finalement, les 2 compagnies, alors elles, je m'y attendais vraiment pas, mais juste leur rentabilité est extrêmement élevée grâce à leur coût très bas. Ça vous aidera jamais à gagner une partie, ça vous aidera jamais à faire le move final, mais si vous pouvez avoir les 2, et seulement si vous pouvez avoir les 2, ça vaut clairement le coup de les acheter pour leur prix ou de les échanger pour un échange juste. Ok, donc certes, on a cette liste et on a théoriquement la meilleure carte du Monopoly. Dans un monde parfait, si vous arrivez à avoir la rue de la Paix, assez d'argent pour construire jusqu'à que quelqu'un tombe dessus, bah bien joué, vous allez sûrement gagner la partie. Vous éliminerez sûrement quelqu'un qui pourra pas vous payer le loyer, vous prendrez ses propriétés et à partir de là, effet boule de neige, vous pourrez construire plus, hypothéquer ses propriétés ou au contraire racheter les hypothèques et mettre encore plus de pression sur le plateau. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous jouez au Monopoly, vous avez la rue de la Paix, mais vous jouez avec 3 autres personnes qui ont aussi vu cette vidéo et qui vous disent non, tu vas pas t'en sortir comme ça, on sait à quel point cette propriété est puissante et on va pas te l'échanger, ou alors on va te l'échanger mais pour un prix exorbitant. Et bah là d'un coup vous allez galérer, parce que même si la carte vaut la peine en théorie, si vous payez 4 fois son prix, d'un coup elle vaut plus vraiment la peine. Et ça je peux pas le simuler. Je peux pas deviner quelle carte vos potes préfèrent, je peux pas deviner quelle carte ils vont vouloir jouer ou non, et même si j'avais des stats sur tous les joueurs du Monopoly au monde, la carte qu'ils préfèrent, les couleurs qu'ils préfèrent, bah il suffirait qu'ils voient cette vidéo, et d'un coup, les stats changeraient en fait. Parce qu'ils verraient la vidéo, ils se diraient « Ah, c'est ça les meilleures cartes, bah je vais arrêter d'acheter ces cartes-là qui étaient nulles, et je vais acheter celle-là à la place. » Les stats changent, et il faudrait recalculer, et ça ferait ça à l'infini en fait. Et puis je me suis fait une réflexion assez pertinente, mais que j'ai jamais abordée dans toute cette vidéo. Le Monopoly, c'est pas un jeu qui est fait pour être gagné à tout prix. Le Monopoly, c'est un jeu qui est surtout fait pour s'amuser finalement. Le jeu est fondamentalement aléatoire, vous pouvez même pas faire grand chose pour décider d'avoir une des cases que j'ai citées plus haut. Vous contrôlez même pas vos propres déplacements dans le jeu. Depuis le début, on parle de déplacement, de chance d'atterrir sur des cases, mais ça vous pouvez pas le changer en fait. Vous avez beau être le meilleur joueur de Monopoly au monde, vous ne pouvez pas choisir d'atterrir sur une case. Parce que le Monopoly, c'est un jeu. Et un jeu, surtout aussi aléatoire, bah c'est surtout fait pour s'amuser et passer un bon moment en fait. Gagner au Monopoly, c'est même pas la partie amusante pour la plupart des gens. La partie amusante, c'est le début, c'est le chaos des premiers tours, c'est les tentatives d'échange pour avoir la couleur qui nous intéresse, c'est les discussions lambda autour du plateau, c'est attendre le mec qui est parti pisser juste avant son tour alors qu'il avait le temps de le faire pendant l'échange qui a pris 156 ans juste avant, mais... Bref, le Monopoly, c'est tous ces moments fun entre potes. Et si on y pense comme ça, d'un coup, bah on se rend compte qu'il manque un truc dans le calcul. Il manque un truc que je peux pas prendre en compte pour vous, c'est le fun qu'on retire de certaines cartes. Je vous ai dit au début de la vidéo que perso j'adorais avoir cette première rangée, les marrons et les bleus clairs. Parce que j'aime bien toucher un peu d'argent de tout le monde à chaque fois, et même si ça me fait pas gagner, je trouve ça beaucoup plus fun de voir mes potes être un peu dépités de tomber dessus mais quand même pouvoir continuer de jouer, que de gagner en les éliminant. Et en faisant cette vidéo, j'ai demandé l'avis sur cette vidéo à mes potes proches, comme je fais souvent, et il y a une de mes meilleures potes, quand je lui ai demandé son avis, qui m'a dit « Moi je collectionne toujours les gares, parce que j'aime bien les trains, aucune idée si c'est rentable ou pas. » Et finalement, bah, c'est peut-être ça la meilleure carte au Monopoly. Donc vous sentez pas mal si vous aimez bien les verts, si vous aimez bien les compagnies, si vous aimez bien des cartes que j'ai même pas citées dans cette vidéo, parce que si vous vous amusez, si vous aimez les avoir et si vous aimez le feeling d'une partie de Monopoly quand vous avez ces cartes, eh ben, c'est sûrement les meilleures cartes pour vous. Mais ouais, du coup, mathématiquement, c'est quand même la rue de la Paix. Salut.